je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là aujourd'hui, ce soir, pour l'ouverture du festival Maghrébin des Paquis. Merci beaucoup à Alain Bittard, à la librairie arabe L'Olivier, pour son accueil, pour sa solidarité et son partenariat dans le cadre de ce festival. Ce festival, il a débuté suite à une rencontre avec une journaliste belge, Safia Kessas, et son podcast Au nom de Safia, qui est une recherche intime sur ses origines, qui mêle son histoire personnelle à la grande histoire, puisque sa quête très émouvante et trépidante va l'emmener jusqu'en Kabylie, en Algérie. Donc c'est un podcast que je vous conseille d'écouter et qu'on aura le plaisir d'accueillir au festival samedi matin à 9h30, après les aubes musicales, au Bain des Paquis, pour une écoute collective au casque et une discussion sur les transmissions de la mémoire, sur les transmissions parfois aussi des silences dans les familles et les transmissions également des blessures. Aujourd'hui, nous sommes à la librairie arabe L'Olivier. C'est aussi pour moi l'occasion de rappeler l'importance des synergies et remercier Alain pour son enthousiasme quand on lui a présenté le projet Maghrébin des Paquis. Et dans cette logique-là, je présente également la fête de l'Olivier qui aura lieu du 21 septembre au 24 septembre 2022, où nous serons, toute l'équipe Maghrébin des Paquis, et on espère également vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir, pour débuter ce festival, d'accueillir André Gazu, qui m'a fait l'amitié, qui m'a fait la confiance de me prêter ses photos pour pouvoir les exposer à d'autres personnes, car moi, personnellement, elles m'ont énormément touchée pour différentes raisons. La première raison, peut-être quelque chose qui m'échappe, puisque ce n'est pas de l'ordre de mes compétences, il s'agit d'une question esthétique, ce sont des photos qui ont de la valeur, qui ont un intérêt esthétique, mais au-delà de ça, ce qui m'a énormément touchée à titre personnel, c'est l'histoire qu'elle racontait, peut-être avec une certaine humilité et aussi un sens du détail et de l'allusion qui m'a énormément plu. Et c'est pour ça que j'ai souhaité aujourd'hui les passer en revue avec toi, André, avant de les proposer pour cette exposition qui aura lieu jusqu'au 15 septembre. Pour te présenter en quelques mots, André, tu es reporter photographe qui a refusé de porter les armes au moment de la guerre d'Algérie. Tu as été incorporé comme infirmier parachutiste en 1959. Tu désertes ensuite et te retrouves en Suisse romande. Condamné à 3 ans de prison, tu seras amnistié en 1966. Ce témoignage d'un jeune appelé face à la guerre d'Algérie se limite à évoquer les épisodes d'un anticolonialiste non violent qui le conduisent à déserter. Il s'agit de la biographie d'André Gazu, présentée dans ce livre 60 ans après les accords d'Évian, qui nous est prêté par Sarah Dekish, présidente de l'association Djelbana, qui est aussi partenaire de l'événement et qui présentera une table ronde sur le rôle de la Suisse et l'indépendance algérienne le dimanche matin à 11h au Bain des Paquis. On vous rappellera tout ce programme très chargé en fin de discussion, mais avant tout, je souhaite laisser la parole à André, avant peut-être de venir à toi. Je voulais juste citer les premières lignes de ton texte, de ta contribution, qui m'ont énormément interpellée et plu. Je suis né ni algérien, ni natif d'Algérie, ni de parents qui y ont vécu. En 1956, je suis un jeune Français stagiaire reporter photographe à Paris, interpellé par la guerre. Au sein de la revue Réalité, où je travaille, un confrère qui revient de Kabylie nous montre ses photos. Après avoir présenté une multitude d'images, il en montre une dizaine d'autres environ. C'est aussi cela, la guerre d'Algérie, dit-il. Le choc. Un grand choc qui changera ma vie. Je découvre des appelés à peine plus âgés que moi qui torturent en présence d'un officier. Dans 2 ans, j'aurai 20 ans et serai moi aussi appelé. Aujourd'hui, nous nous trouvons 60 ans après l'indépendance de l'Algérie. Je suis petite fille de cette histoire, puisque quand on parle de colonisation, on a l'impression de parler du passé, mais en réalité, la colonisation a engendré 2 petits-enfants, une petite fille, l'immigration, mais également un petit-fils, un petit grand-fils, disons, les discriminations et le racisme également que cela peut impliquer. J'aimerais maintenant te laisser la parole, peut-être André, peut-être si tu souhaites dire quelques mots avant de passer à la présentation des photographies que nous avons sélectionnées avec monsieur Jean Camugli, que je remercie par ailleurs, et que nous avons souhaité vous présenter ce soir et pendant l'exposition. Alors, juste, c'est un parcours en photo de 1956, novembre 56, et qui se termine aux négociations d'Évian, 1961. Voilà. Alors, je reviens
ça, c'est en novembre 1956. La première photo? Toutes. D'accord. D'ailleurs, la toute première, à côté, il y avait des Catherinettes, vous savez, ces jeunes femmes qui ne sont pas mariées et puis qui font la fête à Paris. Et ça, c'est tout à fait au début de novembre, étant donné que l'avion de Ben Bella et ses collègues est détourné, eux sont arrêtés, et puis quelques jours après, c'est l'opération militaire franco-britannique sur Suez, dans le but de renverser Nasser, un des buts qui soutenait la rébellion. Voilà. Eh bien, oui. Voilà, c'est pour situer. Et puis après, vous aurez, ça c'est en 57, quand je suis dans ma ville, à Firminy, qui est à côté de Saint-Étienne. Un peu plus tard, c'est les 3 jours pré-militaires, fin 58, avant l'armée, les tests, puis l'armée, ça c'était au service de santé, et à la fin, c'est Guadafo. Voilà. Alors voilà, on a terminé. Non, c'est la version express. Si vous avez quelque chose après, n'hésitez pas. On va passer justement les différentes photos ensemble. Et peut-être une première chose, je tiens à m'excuser parce que je t'ai mal présenté sur notre site internet. J'ai parlé de toi et tu m'as dit « je ne suis pas un insoumis, je suis un déserteur ». Est-ce que tu pourrais nous expliquer la nuance que je ne maîtrisais pas? C'est très simple. On peut dire, il y a un terme général, les réfractaires. Mais on peut être soit insoumis, c'est-à-dire qu'on ne se présente pas à l'armée et on ne vient pas faire son service militaire. Voilà, c'est insoumis. Déserteur, c'est être incorporé, porter un uniforme et déserter. Voilà la différence. Et la peine est un peu plus lourde pour les déserteurs. Voilà. Alors on va commencer avec... Moi j'ai eu 3 ans, mais le cas d'un de mes collègues que je n'ai pas connu, qui est mort maintenant, qui était parachutiste, et qu'il a vu que on avait déjà mis des gens dans des hélicoptères pour les jeter, et il en restait un. L'avion était complet, l'hélicoptère était complet. Et alors il s'est dit, ils vont venir. Il a fait comprendre aux prisonniers, aux combattants, viens avec moi, et pour lui montrer que ce n'était pas pour lui tirer dans le dos, il lui a confié son arme. Et ils ont gagné la Tunisie, ça a pris, je crois, de longues semaines. Et l'armée, après, a prétendu qu'il l'avait rattrapé et ont fait un enterrement fictif. Ça, c'est du côté de l'armée. Et du côté de la justice, il a pris 10 ans. Voilà. Mais comme il était dehors, il a été amnistié en même temps que moi en 66. Voilà. Bon, ben. On va commencer par la première photographie. Est-ce que je peux demander à Julien peut-être de nous lire, s'il te plaît, la Photo légende. numéro 1, loterie, novembre 1956, la guerre d'Algérie a 2 ans. Une guerre de l'autre côté de la Méditerranée qui ne modifie pas la vie en France. Là, on est en 56 à Paris. Et tu trouves qu'elle dit quoi, en fait, cette photo? Qu'est-ce qu'elle témoigne en fait? Écoutez, là, ce sont des Algériens. Peut-être qu'il y a des Marocains, des Tunisiens, je ne sais pas, mais je pense que c'est des Algériens. Donc, tu es sur la photo 2. Là. Et par rapport aux gens, ils disent, mais qu'est-ce que c'est? On a enlevé des leaders. Et d'un autre côté, maintenant, c'est l'armée qui fait une opération à Suez. Et vous voyez, c'est un échange très vif, mais je veux dire qui n'est pas violent. Hein. Et quelques instants après, c'est déjà les CRS qui tabassent, parce que tout Algérien déjà en 56 est considéré comme suspect. Hein. Voilà. Donc ça, c'est la photo numéro 3. Tu parles d'un Algérien à terre qui était
ou violentés par la police. Et Oui. ça, c'est toi qui as pris cette photo. Ah, mais tout ça, c'est moi qui les ai fait. Moi, je le sais, mais on joue un peu. Je vous laisse volontiers, ceux qui n'ont pas pu trouver de place, vous pouvez vous asseoir, il y a de la place par ici, on a d'autres chaises aussi. On a de la place pour tout le monde. Alors, je peux vous dire, pour la petite histoire, c'est quelques jours après, j'ai continué à faire des photos, mais là, je me suis fait ramasser, Ouais. libéré. Alors, on vous mettait sous l'opéra, il y avait un immense local pour mettre les gens arrêtés. Ils m'ont piqué tous les négatifs. Hein. Et puis après, naïvement, j'ai été réclamé au service de presse du Quai des Orfèvres, qui chaque fois, j'ai très très bien su, avec un bon café, puis on pouvait fumer la pipe. Hein. Et le gars me disait, désolé, il n'est pas là, le gars qui s'occupe de ça. Mais écoutez, Gazou, vous n'êtes pas venu pour rien. Aujourd'hui, vous pourrez lire les journaux saisis. Parce que il y avait une saisie mais incroyable de la presse, du Monde, Témoignage chrétien, l'Express, l'Observateur, etc. Et alors, cet inspecteur Maillot, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, il avait de l'humour, il me disait, ben voilà, vous n'avez pas vos photos, mais vous voyez, vous avez lu ce que les autres Français n'ont pas lu. Voilà. On va passer à la prochaine photo. Alors photo ça, 5. Julien va juste nous lire la légende, comme ça amorce. Photo numéro 4. On t'entend pas, Julien, s'il te plaît. Je vais parler fort. T'entends pas le micro? Prends ton micro. Parce qu'on a besoin du micro pour Alain. Alain filme en fait. Photo numéro 4, Manif. Ça, c'est la 3. Non, on est avec Alain. Il en a parlé. 1957, en province à Firminy, ville ouvrière, les syndicats seront parmi les premiers à organiser des manifestations en faveur de l'arrêt des combats en Algérie. Alors, en regardant la photo, il y a marqué ils réclament pour leur salaire et la paix. Donc, ça veut dire la paix en Algérie. Alors, ce terme de paix, ça veut dire que c'était la CGT qui était très proche du PC et ce n'était pas négociation, c'était paix. Tout le monde veut la paix. Et d'ailleurs, il faut savoir, c'est que le comportement du Parti communiste a été complètement différent entre le comportement qu'ils avaient eu pendant l'Indochine. Pendant l'Indochine, c'était les communistes qui menaient la lutte. En Algérie, pour eux, comment une révolution peut se développer sans eux? À tel point que, par exemple, si on prend un cas concret, les dockers ont fait traîner des bateaux avant le départ, ont saboté des caisses, etc. Jamais, alors que ça passait par Marseille, l'armement n'a été saboté par les dockers, parce que c'était le PC et la CGT qui tenaient. Voilà. Peut-être on reste à Firminy sur la prochaine photo. Si Julien veut nous lire la légende, c'est celui-là. Photo 5, mur. Les murs de la ville sur les murs de la ville apparaissent des inscriptions du FLN ou du MNA de Messali Hadj. Les deux mouvements nationalistes s'affrontent d'une manière sanglante, même en France. Oui, alors à Firminy, il y a eu des règlements de compte assez sanglants entre les partisans du FLN et ceux du MNA. Il y a eu des morts, mais là, moi, je ne peux pas vous dire qui a mis ce slogan, enfin cette inscription. Ça peut être le FLN, ça peut être des gens du MNA. Voilà. Et c'est aussi cette affiche, cette photographie qui fait la couverture, sauf erreur, du livre 60 ans. Voilà. Je les accordais bien. On arrive à la photo 6, casque. Photo 6, casque. Au marché, un vendeur pense attirer des acheteurs en portant un casque colonial et djellaba. L'empire colonial français, fierté nationale, n'est-il pas enseigné à l'école depuis le plus jeune âge? La France compte 48 millions d'habitants, alors que les colonies en comptent 80 millions. Donc vous voyez la disparité hein, à l'époque. En 57,
c'est le double dans les colonies. Hein. Et puis si l'Indochine était restée, donc le Vietnam, le Laos et le Cambodge, ça ferait 120 millions. Donc l'Empire, d'ailleurs, c'était, comme je dis dans le texte, dès qu'on était gosse, c'était d'entendre l'Empire, et puis il y avait des timbres. Hein. Il y avait même des timbres où on voit les trois couleurs. Hein. Il y a blanc, noir, jaune, etc. C'était très pompier, mais voilà. Et alors là, c'est extraordinaire parce que je ne sais pas ce qu'ils vont d'ailleurs, mais en s'habillant comme ça, il attire la curiosité. Hein, voilà. Et on arrive à la photo 7. Attente aux 3 jours. Lyon, fin 1958. Chaque futur appelé est convoqué à 3 jours de présélection militaire. Alors ça, c'est tous ceux qui vont partir à l'armée doivent passer des tests. Là, c'était à Lyon. Et alors, moi, je trouve très intéressante la photo qui suit, parce que vous allez voir quels sont ces tests. Alors, lentement, mais il faut le dire très clair. Hein. Photo numéro 8, tableau. Les tests psychotechniques détermineront leur futur corps d'affectation. En majorité, ceux qui seront affectés dans une unité parachutiste sont ceux qui auront révélé aux officiers, j'ouvre les guillemets, une mauvaise scolarité, l'absence de fracture aux membres inférieurs et une bonne dentition. Et je veux vous dire, vous êtes un peu loin, mais vous allez voir le type de test. Qui aide le berger à garder le troupeau? Point 1, le lion. Point 2, le rat. Point 3, le loup. Point 4, le chien. Et alors, il y avait plein de choses comme ça, des additions, soustractions. Et en sortant de ça, il y avait un fascicule qui traînait, pas traînait. Revenez au micro. Ouais, on entend que... Comment? Revenez au micro. Ou alors on te le passe. Oui, Tu veux bouger? en sortant de là, je trouve un fascicule de quelques pages. Et c'est de là que j'ai cité la citation. C'était pour orienter les orienteurs. Et il est vrai, je pense que 80%, peut-être 90% des recrues qui se trouvaient envoyés dans les bars, des gens assez simples, sympathiques, mais qui viennent du monde ouvrier ou de la campagne. Il ne faut pas oublier, les campagnes c'était important à l'époque, hein, le monde agricole. Et en arrivant, il y a l'action psychologique qui existe. Et on dit, mon petit, tu sais, il y a une mission qui t'incombe. Tu es là pour défendre la civilisation occidentale et chrétienne contre l'extrémisme arabe et le communisme international. On compte sur toi, petit. Brusquement, ces gars sont valorisés. On leur confie une mission. Ils dépendent plus d'un contremaître ou de leur famille à la campagne où il faut travailler dur, etc. Ils sont pris au sérieux. Et cette démagogie fait que, mais on fait ça, nom de Dieu, quand c'est terrible, et puis les communistes qui vont débarquer à Paris, etc. Et la civilisation chrétienne. La France se déchristianise, mais ça a encore beaucoup de pouvoir, parce que la presse, par exemple, il y avait deux grandes sensibilités à l'époque en France. La sensibilité catholique, même si tous les gens allaient plus ou moins à la messe déjà, mais enfin, il y avait une sensibilité chrétienne. Et puis à côté de ça, la sensibilité communiste. Et justement, les responsables, tant catholiques que ceux du PC, ont pris des options absolument incroyables, à tel point que même en 1959, Maurice Thorez, je le cite dans le livre,
dit, il recite Lénine et il dit que tout combattant communiste va à une guerre même réactionnaire pour faire son travail de communiste. Bon, mais il faut savoir que une fois incorporé, il suffit que quelqu'un ait le moindre reproche, eh bien, on dit, écoute mon vieux, tu seras dans le prochain contingent qui va en Algérie. Et les gars ferment un peu l'œil. Je prendrais ça comme un exemple. Au service de santé, c'était pas dans les paras, c'était calme le service de santé après. Eh bien, un jour, quelqu'un a volé tout l'argent qu'avaient donné les permissionnaires pour se rendre à l'Orle-Messine 2-3 jours. C'est annoncé par le colonel et grand silence. Et moi j'ai pris la parole. J'ai dit cet argent a été confié à l'armée, c'est l'armée qui doit le restituer. Personne n'a demandé aux gens de repayer. Eh bien, je n'ai pas été suivi par les gars qui étaient tout autour. Ils disaient, mais qui va nous créer la merde, ce gars? N'empêche, l'argent a été restitué. Mais les gens n'osaient pas. Voilà. Je termine avec ça. Vas-y. On va continuer peut-être la photo suivante. Pardon? Ah oui, pardon. Désolée. Photo numéro 9. Leur grand-père a fait la grande guerre de 14-18, leur père celle de 39-45. À eux de partir en Algérie faire la guerre, une guerre coloniale. C'est l'impôt du sang. Oui, c'est ça. Il faut bien voir qu'en France, comme le grand-père avait fait 14-18, parler des tranchées, tout ça, le père avait servi en 39, il a peut-être été fait prisonnier et tout. Ben maintenant, c'est à toi, mon vieux. C'est à chaque génération. Et il y a un terme, mais j'ai jamais retrouvé l'origine, qui est abject. L'impôt du sang. Ah oui. L'impôt du sang. J'ai jamais retrouvé l'origine. Ça veut dire n'importe quel citoyen, un citoyen paye ses impôts. Mais là, on dit il y a un impôt spécifique. C'est l'impôt du sang. Voilà, ça continue. D'ailleurs, j'ai fait un reportage une fois à Lourdes. À Lourdes, pour ceux qui ne savent pas, il y a eu des apparitions de la Vierge pour les catholiques, pour certains catholiques. Et tous les ans en juin, il y a un pèlerinage international des militaires. Incroyable. Et pendant la guerre d'Algérie, l'action psychologique a réussi à amener les Algériens à ce pèlerinage militaire, pèlerinage catholique des militaires. Ils ont amené des Algériens. Ça a été filmé. C'est incroyable. Ça, je ne l'ai pas mis dans le film que j'ai fait pour Arte. Il fallait que je reste une heure. Voilà, je l'ai mis au départ. Mais ça paraît incroyable. D'ailleurs, les aumôniers... Ah oui, alors les aumôniers militaires. Ce qui est amusant, des aumôniers, il y en a en tout. Hein. Mais on dit les aumôniers des marins, les aumôniers... Mais pour les militaires, c'est aumônier militaire. On ne dit pas aumônier des militaires, aumônier militaire. Et d'ailleurs, ils ont le grade de capitaine, la rétribution du capitaine. Et moi, quand j'étais dans les parages, j'ai été trouvé dans une réunion, l'aumônier militaire, et j'ai commencé à dire j'aimerais avoir votre avis sur le problème que peut se poser aux parachutistes en Algérie. Il m'a dit, André, nous ne sommes pas là pour parler politique. Nous sommes là
pour une autre fois, pour le développement, j'ai pris la porte, je n'ai jamais revu. Et j'ai découvert, quand je faisais le film pour Arte, le père Pernoud, qui avait été aumônier militaire, très bien, et qui a fait du bon travail à l'armée, qui pas soutenu par sa hiérarchie. Hein? Et je lui dis, ben écoute, moi j'ai connu que des ordures, moi je suis heureux de te connaître, on peut se tutoyer, parce que toi, t'es un chouette gars. Non mais il ne faut pas oublier, des aumôniers militaires en Argentine, ils allaient dans les avions où on jetait des opposants dans le vide. Vous savez pourquoi ils y allaient? Pour soutenir le moral des militaires. Et il y avait cette phrase, pour couvrir les militaires, il faut bien séparer le bon grain de l'ivraie. Voilà. Bon. Et puis alors là-bas... Attendez, Julien peut-être va juste lire la légende et après on... Photo numéro 10. Après le nettoyage du réfectoire par l'encore jeune civil, remontrance du caporal. La soumission du futur soldat se voit déjà dans sa posture devant le petit gradé. En Algérie, à chaque combattant de définir où finit la soumission à l'autorité et où commence la responsabilité de l'individu. Oui, alors c'est toujours aux 3 jours, et il y avait parfois des petits travaux, comme nettoyer le réfectoire où on avait mangé. Et au départ, on n'avait mis qu'une photo, après je me suis dit, il faut mettre les deux pour voir. C'est pas que un moment. Là, vous voyez très bien le caporal. En France, c'est comme en Suisse, c'est le plus petit grade qui fait des remontrances à celui qui est encore en civil, puisqu'il passe ses 3 jours. Lui baisse déjà la tête. Attends. Il s'approche encore. Micro, André. Attends, micro, sinon Alain va... Il s'approche encore pour faire la remontrance. Et le gars baisse, vous voyez, son corps en signe de soumission. Donc, vous voyez, là, il n'est pas encore en Algérie. Il est face à un caporal qui lui dit tu balayes mal, etc. Vous imaginez qu'un gars comme ça qui accepte une remontrance dure d'un petit caporal, il risque rien, comment il va se comporter en Algérie? C'est le problème de la soumission à l'autorité. Et pourquoi est-ce que tu as voulu rajouter la première photo? Qu'est-ce que là, c'est peut-être plus pour une question de photographe, ou qu'est-ce que tu penses qu'elle dit, cette première photo et avec la suivante? Pourquoi est-ce que tu voulais les deux vraiment en même temps? Oui, moi je pensais qu'elle suffisait, et puis quand je l'ai vue, tu vois, qu'elle était là, je me suis dit, on pourrait dire, oh c'est juste, mais il y avait une continuité. Hein. Et caporal, c'est un grade, c'est un petit grade. Oh, c'est rien du tout, caporal. Ouais. Donc ça va avec... Ah pardon, on est des mauvais élèves, André. Bah vas-y, à toi. Vas-y Julien. J'ai fait. Attends, je vais Ah, c'est le tien. On se le partage. On se parle, on a tous ensemble. Photo numéro 11, défilé. 1959, défilé militaire à Toul. De plus en plus d'opposition en cette 5e année de guerre. Alors, là, vous voyez un défilé banal. C'est le service de santé. Et sur le mur, il y a marqué « Paix en Algérie ». Et dans la photo suivante, il y a marqué « Libéré ». Il y a 2 noms. Et moi, j'ai fait ce défilé par rapport qui passe là-devant et libéré. Et alors, j'ai cherché dans Internet qui étaient les gars. Je n'ai pas trouvé pour le second, mais le premier, c'était un jeune communiste qui avait été condamné il y a 2 ans car il refusait d'être incorporé. Voilà. Moi, j'ai trouvé assez incroyable ces 2 photographies. Elles m'ont particulièrement interpellée. Déjà, pour la première, c'est le regard, en fait. C'est le regard du militaire qui est en tête, du coup, de défilé et qui te fixe.
Oui, oui. Moi, je le trouve assez hostile, ce regard, personnellement. Et la deuxième photographie, on voit que suit le défilé des petits-enfants. Et je trouvais qu'aussi, ça racontait quelque chose. Et je trouvais ça très intéressant, en fait, cette suite de photographies. On va Pour passer- les noms, c'était Jean Vandard et Étienne Boulanger. Voilà. La photo numéro 13, Cointrin, 18 mai 1961. Première négociation d'Évian, la délégation du GPRA arrive à Cointrin. De gauche à droite, Karim Belkacem, de dos, Ahmed Francis, Ahmed Boumedjel, Tayeb Bourlarov. Des hélicoptères de l'armée suisse les amèneront à leur résidence en Suisse, à Bois d'Avaux, et assureront leur vol pour Évian pour rencontrer les négociateurs français. Voilà. Et alors, il y avait eu dans les négociations secrètes décision que les pourparlers se feraient avec la France, mais les Algériens souhaitaient ne pas être en France, et donc la Suisse est choisie. Et Boularouf n'est pas pour rien, puisque Boularouf était le représentant du FLN en Italie, et qu'il avait été en Suisse, où il avait beaucoup de contacts. Voilà. Donc, et c'est l'émir du Qatar qui a prêté sa maison, c'est vers le Creux de Gentot. Alors, dans la photo suivante, c'est toute l'équipe des négociateurs, sauf Reda Malek, qui se trouvait dans le jardin à ce moment-là. Donc je passe à la photo 15. Les négociations sont suspendues en l'absence d'accord sur le sort des Européens et sur celui du Sahara. Le GPRA laisse à Genève des hommes de liaison qui maintiennent le contact avec la France. Les négociations reprennent en 1962. Les accords d'Évian sont signés le 18 mars 1962. Et alors, peut-être, il faudrait dire les noms des gens. Tu les as? Je ne les ai pas entendus. Je vais laisser Amel les dire. Je crois qu'il y a un petit problème de... Alors, tu les as là? Oui, tu peux les lire, toi? Ouais, vas-y. Ok, j'y vais. Alors, Ça va de gauche à droite, puis ça tourne comme ça. ok. Donc, Ali Menjeli, Ahmed Boumedjel, Saad Dahla. Non, mais il faut dire le premier, le premier à gauche, c'est un commandant de LN. Donc, oui, le commandant Ali Menjeli. Ahmed Boumedjel. Saad Dahlab. Saad Dahlab. Ahmed Boularouf. Boulharouf. Belkacem Krim. On va pas faire des cours arabes. Ok, j'étais pas bonne en arabe. Mohamed Ben Yahya. Ahmed Francis. Commandant Ahmed Kaïd. Et est absent sur la photo parce qu'apparemment il était dans le jardin. Alors, Reda Malek. je dois vous dire que je montrais il y a quelques années cette série de photos à Ali Haroun. Vous voyez, il a été un des responsables de la Fédération de France du FLN, Ali Haroun. Et puis, il regarde les photos. Et il arrive à celle-là, il m'a dit, mais c'est un symbole. Et moi, je ne voyais pas de symbole. Il m'a dit, regardez comment les civils sont pris en tenaille de chaque côté par les militaires. Et c'est vrai, mais je n'avais pas réalisé en faisant les photos. Et je rappelle pour ceux qui connaissent quand même, à la Soumam, il avait été dit que le pouvoir appartenait aux civils et non aux militaires. Et hélas, la suite de l'Algérie, jusqu'à maintenant, c'est les militaires qui gardent le pouvoir. Et je crois que dans les officiers, il n'y a pas tellement d'officiers pauvres. Peut-être. Peut-être qu'il y aura un article à faire sur « J'ai rencontré un officier algérien pauvre ». Mais je ne suis pas certain qu'il trouverait. D'ailleurs, c'est peut-être le lieu de mentionner la première question que tu m'as posée. C'était de savoir, quand je t'ai parlé du projet, du festival Maghrébin des Paquis, tu m'avais accueilli à la maison avec ton épouse aussi, que je remercie. On a vraiment été
accueillis comme une famille, et ça, mes sincères remerciements. Mais tu m'as posé une question que je trouvais très pertinente, c'était bien évidemment de savoir qui on était, pourquoi est-ce qu'on faisait ça, et surtout est-ce qu'on était d'une manière ou d'une autre en lien avec le gouvernement algérien, ce qui n'est absolument pas le cas. Et tu m'as en fait mentionné, enfin tu as eu une phrase qui pour moi est vraiment fulgurante, est-ce que tu t'en souviens? C'était de me dire, alors moi je serais peut-être pas forcément à l'aise de participer à ce que tu es en train de faire, parce que tu étais en 1962 du côté du peuple algérien en lutte, tout comme en 2022. Oui, je te cite mal, mais oui, je trouve ça très joli. C'est simplement une chose, c'est que j'ai été souvent en Algérie, et là, l'ambassade, en décembre, veut m'inviter en Algérie pour un colloque en avril. Je n'ai pas répondu. Et puis, en fin février, j'ai reçu de l'ambassade un mot en disant, écoutez, M. Gassu, tout est réglé, votre chambre, dites-nous pour votre billet d'avion, est-ce qu'on fait pas venir chez vous et tout. Et j'ai dit à l'homme qui n'était pas l'ambassadeur, c'était numéro 2. J'ai dit, ben, écoutez, vous remercierez M. l'ambassadeur de son invitation, mais moi, voyez-vous, quand j'étais jeune, j'ai été solidaire du peuple algérien en lutte. Et maintenant que je suis vieux, je reste solidaire du peuple algérien en lutte. Je n'irai pas en Algérie. Et je crois que c'est ça qu'il faut faire. C'est leur montrer qu'on ne récupère pas les gens qui les ont aidés d'une manière ou d'une autre, d'ailleurs qui sont de moins en moins nombreux, parce qu'avec l'âge, on disparaît. Voilà. D'ailleurs, ils ont un peu des problèmes, je pense, à Alger, les affaires étrangères et dans les ambassades. Ah, mais alors, ils tenaient, comme on dit. Voilà. Mais plus tard, j'ai rencontré l'ambassadeur pour autre chose, et il m'a dit, oui, je suis au courant de votre refus, très ambassadeur, très bien. Et je ne sais pas ce qu'il pensait, mais je lui ai dit, écoutez, monsieur l'ambassadeur, il y a une chose qui peut nous réunir. Et moi, je suis très reconnaissant aux Algériens que j'ai connus pendant cette période, parce qu'ils m'ont fait connaître les œuvres de Gramsci. Et en connaissant les œuvres de Gramsci, il y a une phrase que nous aimions beaucoup, moi et les frères algériens, la vérité est révolutionnaire. Et là, il a été très diplomate. C'est une belle phrase. Et voilà. J'ai une petite question, André, sur une de tes photographies. Tu parles des 3 jours. Quand tu parles des 3 jours, est-ce que tu peux m'expliquer les 3 jours, à quoi tu fais allusion? Les 3 jours, ce sont les 3 jours qu'on faisait à proximité de... on dirait maintenant, c'est dans la région, où les gens étaient regroupés. Et puis, il y avait contrôle médical. Et puis, il y avait plein de trucs comme il y a là. Parce qu'il y avait aussi des soustractions, enfin, il y avait plein de trucs. Mais là, alors, c'était absolument incroyable. Et toi, tu les avais réussi, les tests? Pardon? Tu les avais réussi, les tests? Là, Moi, sur le tableau. Je sais que quand je suis arrivé dans les paras, ils m'ont dit, on a votre dossier, vous n'êtes pas con, alors on fait un contrat, vous m'emmerdez pas, et on vous emmerde pas. Ça me paraît d'être un accord. En fait, c'était très dur, parce que on n'était que quelques-uns à faire ça, et se retrouver dans les paras, c'était se retrouver avec des officiers qui avaient fait l'Indochine, et une fois, pour une histoire de béret perdu, j'ai eu 3 jours de salle de garde. Bon, c'est rien du tout, on va coucher en prison, c'est rien. Et quand je suis arrivé, un ancien d'Indochine m'a dit, pourquoi tu sais pas saluer? Ah, parce que tu es un copain des Filouzes, c'est ça, un PD, enfin, tous
adjectifs. Et puis alors, il a chargé un Colt. Alors je me suis dit, il veut peut-être, c'était le soir, tirer à côté de moi. Enfin, dans mes parents, c'est possible. Pas du tout, mais là. Alors là, je dis non, je ne porterai pas la première fois. Ça. La deuxième fois, non. Ta voix, elle n'est pas très forte. Hein. Et puis la troisième fois, tu te dis, bon ben, si je dois crever, au moins que je crève dignement, quoi. Alors là, c'est ce qu'ils appellent, c'est un cassage de gueule pas mal, ce qu'ils appellent la tête au carré, pour mettre les esprits en place des mauvais militaires. Alors là, c'est... Voilà. Bon. Il y a quelque chose aussi que tu m'as mentionné, que je trouvais très intéressant, mais ce n'était pas forcément quelque chose que je connaissais, c'est ton statut d'insoumis. Tu me dis qu'il était partagé en fait par beaucoup de personnes dans la population française, et notamment la communauté juive. Ça... Oui, alors, il y a une chose qui a été intéressante, c'est que pour moi, quand j'ai vu les photos de torture, je me suis dit, je ne ferai pas cette guerre d'Algérie, c'est une guerre coloniale, etc. Et plein de camarades qui ont été insoumis aux déserteurs, on avait beaucoup de camarades qui étaient d'origine juive. Et c'était la même chose, nous ne serons pas le nazi des Algériens. Et donc, ça avait une résonance particulière pour moi. Le gars qui à Genève était permanent était juif. Et puis même une fois en tournage, j'ai appris qu'avec beaucoup de difficultés, en Israël, un groupe de gauche avait créé comité israélien, comment c'était, de solidarité avec le peuple algérien. Et d'ailleurs, j'en ai connu un ou deux qui vivent encore et qu'on a retrouvés en Palestine comme des Israéliens qui veulent l'indépendance des Palestiniens. Mais il faut le faire. Hein. Et puis, je fais une parenthèse très intéressante. Quand on parle d'Israël, il y a un homme qui vit en France maintenant, qui s'appelle Avraham Burg, qui a refusé, lorsqu'il y a eu la première guerre du Liban, il était capitaine, de faire rentrer ces hommes au Liban. Il a dit non, c'est pas notre rôle. Et puis, plus tard, il est devenu le président chairman du Congrès juif mondial. Et quand je l'ai revu, je lui dis, alors je suis étonné, en vous attendant, j'ai lu là tous les papiers dans les différentes langues. La première chose que vous dites dans votre CV, c'est le fait que vous avez refusé de combattre au Liban. Il dit, il faut quand même que les gens qui m'ont nommé sachent qui je suis. Puis il a même été le président de la Knesset, où il a invité des délégués de Ramallah. Et puis devant la politique actuelle, il a publié un livre très dur. Et il est en France, dénonçant la politique israélienne. Voilà. Ah oui, et puis alors c'est amusant, une fois on a fait un voyage avec, ma femme était là, puis des amies françaises, en Israël et en Palestine, et on a rencontré les refusniks, c'est-à-dire c'est les jeunes Algériens, les jeunes Israéliens qui refusent l'armée tant que le problème palestinien n'est pas réglé. J'ai aussi une autre question, c'est concernant les photographies que tu as prises en 1961, mais les accords d'Évian c'est 1962. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de photos de toi en 1962 ?
Ben, pour rentrer à Ouadavo, il fallait fournir à une guérite, c'était d'être un gendarme, quoi. Son passeport et tout, et puis est-ce que vous êtes attendu? Donc, il avait votre nom, et vous faisiez signer, il téléphonait, et on venait vous chercher. Et alors, naturellement, après ce tournage et que le film passe, la police s'est rendue compte que c'était un dessinateur français qui avait été photographié et filmé les Algériens, et que vu que j'étais réfugié, ils considéraient ça comme un geste politique. Et la TV a reçu l'ordre qu'en 62, ce ne soit pas moi. Voilà. La RTS. La RTS, voilà. Et donc en 62, je n'étais pas là. Et pourquoi est-ce que les accords n'ont pas été signés en 1961? On l'a évoqué brièvement, mais Oh ben, je sais que tu en as fait un documentaire. les deux grands problèmes qu'il y a eu, c'était le Sahara et le statut des Européens. Donc c'est resté en suspens. Il y a des représentants du FLN qui sont restés pour garder le contact avec les Français. Il y a eu des rencontres, plusieurs, et puis ça a été signé en 62. Et quand tu dis le Sahara, qu'est-ce que tu entends par le Sahara? Le Sahara. Qu'est-ce qui se passait en fait au Sahara justement? Ah ben, c'est qu'on commençait à découvrir du pétrole partout dans le Sahara, donc, et du gaz. Et puis, dans les accords d'Évian, il y a même eu un accord entre la France et l'Algérie pour que les essais nucléaires continuent jusqu'en 1966, ce qui s'est fait. Et ça pose un problème pour les populations du Sud, contaminées, et je dois dire, du côté de l'armée française et de la France, on ne s'est pas tellement inquiété, et je crois que du côté algérien, ça a été sous-estimé. J'ai reçu un jour d'un homme du Sud, une petite croix du Sud, il m'a dit: je l'offre pour toi ou ta femme, je te signale que moi je vis là-bas. Je n'ai pas regardé si c'était contaminé ou pas, je n'ai pas les moyens, mais il m'a dit: toute la population récupère des choses d'enfer et puis les refont. Donc on ne sait pas. Voilà. Tu nous as aussi proposé des photographies, si peut-être on peut essayer de les projeter, je vais voir si c'est possible, Ryan, si c'est faisable techniquement. Ce sont des photographies que tu nous as apportées aujourd'hui, et en attendant de les mettre en place, je voulais juste lire une citation qui m'a beaucoup touchée, et cette citation, elle est citée dans un article de Fabrice Rissecouti, qui est aussi un de nos invités du festival. Et c'est la suivante. Certaines choses ne devraient pas exister, mais puisqu'elles existent, il n'est peut-être pas plus obscène de prendre en compte leur réalité que de la nier. Ou pour le dire autrement, ces photos sont obscènes, c'est vrai, d'une obscénité telle que rien ne peut la racheter, et c'est pour cela qu'il faut les montrer. Il s'agit d'une citation de Jérôme Ferrari et Olivier Roche dans À fendre le cœur le plus dur. Je trouve cette citation très belle parce que elle accompagne ces photos qui sont d'une tristesse absolue et qui finalement expliquent la démarche. Donc c'est absolument pas une démarche voyeur ou sensationnelle, c'est finalement représenter l'irreprésentable. Ce sont des photos notamment de Charbonnier. Est-ce que tu peux dire quelques mots? Voilà. D'abord, il faut que je vous dise, il y a 10 ans, Paris Match a publié cette photo de torture et Charbonnier, qui l'a faite, c'est une photo de cette série que j'avais vue en 1956. Et là, il ne voulait pas que ça soit publié avant sa mort,
par image l'a publié. Et ce qui est intéressant, si on peut passer sur la photo, sur le texte suivant qui accompagnait. Voilà. Quand j'arrive pas. Tu veux que je me déplace? Je vais me déplacer. C'est une très sale guerre où l'on va beaucoup utiliser la torture. Dans les deux camps, ivre des appelés français réquisitionnent un photographe de guerre, Jean-Philippe Charbonnier, et l'oblige à les saisir en pleine action, en train de battre un suspect sans défense, attaché à une barre de bois. Traumatisé, rongé par la peur de représailles, Charbonnier va cacher ses photos, d'abord confiées à la télévision suisse romande, donc c'était moi, puis à la Bibliothèque nationale de France. Bon, voilà. Donc, pour moi, qui avais vu ces photos, lorsque j'ai fait un film sur Bollardière, c'est le seul général qui s'opposait à la torture, et après pour Arte, Pacification d'Algérie, j'ai réutilisé ces photos, mais elles sont très rares. Et Charbonnier ne les a pas fait d'une manière complice. Les gars étaient ivres, ils m'ont dit tu fais ça, et voilà. Mais dans un livre, il y a toutes des photos de lui. Cette photo n'y est pas, mais il y a dans le mess des officiers, alors il y a marqué Kabylie 1956, un triste souvenir, quelque chose comme ça, voilà. C'est quoi le mess? C'est quoi le mess? Tu as dit le mess des officiers. Le mess des officiers. Le mess des officiers. Oh, c'est simplement le bon bistrot dans la troupe. Oui, oui. On passe à la suivante. Tu veux t'installer ici, André, peut-être? Sur la chaise? Alors, il y a quand même un homme, le seul officier supérieur, Jacques de Bollardière, qui s'est engueulé avec Massu pendant la bataille d'Alger, et il lui a dit c'est moralement inacceptable. Et après, pour s'être attrapé avec Massu, il a pris 60 jours d'arrêt de forteresse pour un général. Et après, il a quitté l'armée et il est devenu un des leaders non violents en France qui s'est opposé à l'extension du camp militaire du Larzac, qui a participé comme navigateur contre les essais nucléaires français dans le Pacifique. Et j'ai fait un portrait de cet homme-là. Ben, on peut aller plus loin. Voilà. Et donc le film avait été fait en 1974, qui a été diffusé en Belgique et au Canada, jamais en France. Hein. Il ne fallait pas parler de Bollardière. Voilà. On peut passer. Voilà. Alors ça c'est un article de la presse. 12 ans après la fin de la guerre, les dictateurs d'agression tournent de Bollardière et la torture, jamais diffusé en France. Voilà. On peut passer à un autre. Ah oui, alors, il y a eu une diffusion plus tardive en 2002, donc vous voyez, fait en 74 et ça passe en 2002 sur FR3. Voilà. On peut passer. Alors ça c'est autre chose. C'est les gens de jeune résistance, c'est-à-dire des gens comme moi qui essayent d'être utiles en Suisse. Et lui, l'étrange musicien, il faut lire d'abord, arrêté dans un train à la frontière franco-suisse à Annemasse. L'étrange musicien portait dans sa valise tous les secrets d'un réseau de passagers de France, des objecteurs de conscience. Et je l'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, il vit encore, c'est un musicien allemand, Diego Masson.
Voilà. Alors, à côté de ça, vous voyez, un lycéen arrêté à Paris alors qu'il transportait 37 millions pour le FLN. Voilà, on peut continuer. 4 membres de Jeunes Résistance aident au FLN arrêté. Vous voyez, on peut passer. Et puis, ça, c'était un des premiers textes qu'on a fait, héronéotypé, puis qu'on a envoyé en France, Vérité pour une nouvelle résistance à la guerre et au fascisme. Et puis, il y a le prochain, c'est Jeune Résistance, voilà, Vérité pour, c'est donc en décembre 60. Voilà, numéro 1. La Jeune Résistance s'explique. Donc, vous voyez, on passe au départ du renéotypage à l'impression. Hein? On peut aller. Alors voilà, ça c'était tout petit, c'était des autocollants, mais à l'époque, vous savez, il fallait mouiller son mouchoir pour faire ça. Hein? Et alors, moi j'en mettais dans les trains quand j'allais en permission, tout ça, voilà. On peut aller, je crois que c'est le dernier, ou presque. Ah oui, alors ça, vous voyez, je reviens à la Suisse, le Conseil d'État interdit aux insoumis français d'enseigner dans le canton. Parce que pour les métiers, ça allait de copains qui étaient correcteurs dans les journaux, d'autres qui travaillaient comme serveurs dans les bistrots. Il y avait aussi qui continuaient des études, et là, c'était des gens qui avaient déjà pas mal de diplômes, et donc ils étaient interdits d'enseigner dans le canton de Neuchâtel. Voilà. C'est juste pour vous donner le climat. Et il y a une chose que je dis dans le texte qui est là-dedans, c'est que les gens qui ont aidé les Algériens, c'est les gens de gauche, mais pas communistes, ce sont des communistes critiques. Parce que le Parti communiste avait interdit que les communistes soient dans les réseaux. Alors, il y avait des trotskistes, des anarchistes, des chrétiens de gauche, etc. Et oui, parce que les chrétiens de gauche, il faut voir, quand on regarde maintenant tous des gens qui, en Algérie ou en France, ont été protégés, enfin, en étant, comment dire, partageant la vie des gens, en logeant chez eux, ce sont des catholiques et des protestants. Et d'ailleurs, c'est très intéressant. L'Église catholique dit il ne faut pas s'en soumettre et tout. En même temps, en Algérie, il y a plein de prêtres qui ont soutenu le FLN. En France aussi. Le Parti communiste français dit c'est leur problème, mais un communiste ne doit pas être dans les réseaux. Mais beaucoup de communistes ont quitté le parti pour être dans les réseaux. Et il faut savoir, le Parti communiste algérien était pour l'indépendance, alors qu'en France, le PC était craintif. Voilà. Le PCF, il faut préciser. Hein. Voilà. Je crois que c'était la dernière photo qu'on avait. Ah ben voilà, oui. Tu peux la commenter? Ça, c'est la fin. On peut arrêter maintenant. On arrête là. C'était la dernière, ouais. Réfractaire français du CCF en Algérie. Alors peut-être que maintenant, c'est le moment de laisser circuler peut-être la parole, le micro, si vous avez... Si vous souhaitez
échanger avec André, si vous souhaitez poursuivre la discussion, on est là avec un micro mobile qu'on peut laisser du coup dans l'assistance. Si vous souhaitez vous asseoir également, on a de la place ici pour les personnes qui sont debout. Et est-ce que quelqu'un souhaite poser une question, apporter un élément, discuter quelque chose? Vous êtes les bienvenus. Khaled, peut-être? Je te laisse prendre le micro. Mais Dis-moi. Juste pour utiliser le micro. Je suis désolé. Ah oui, pardon. Pas de souci. Je suis désolé. salut. Eh bien, écoutez, vous voyez l'engagement. Non, c'est pour toi. Les deux? Ouais, parce que le film. D'accord. Vous avez ce monsieur qui est un peu plus jeune que moi Oui. et qui est très actif sur le problème palestinien. Et nous avons été plusieurs fois ensemble. Il était américain. Il a été renoncé à sa nationalité américaine. Et voilà, si vous voulez, vous avez un homme droit, d'origine américaine, juive américaine, et qui aide les Palestiniens. Nathan. Est-ce qu'on peut vous inviter à intervenir, à prendre part à la discussion avec nous? Vous souhaitez... Vous verrez comment ça se passe. Khaled, je te laisse. Alors, aujourd'hui, j'ai parlé au nom de mon grand-père, qui, de par le passé, avait aidé justement... Un peu plus fort. Pardon. Je vais parler au nom de mon grand-père, qui, qui avait vraiment contribué pour l'indépendance algérienne en cachant des réfugiés, en contribuant financièrement à aider l'Algérie avec ce qu'il pouvait, de l'argent, du blé, comme il était exploitant agricole aussi, et avec un témoignage justement de l'acte, d'une copie d'un acte signé par le gouvernement provisoire de la Première République algérienne, reconnaissant bien sûr tout ce qu'il a fait pour l'État algérien et tout ce qu'il a fait pour les réfugiés. Donc, si vous voulez, je vous le passe. Bien sûr, merci de ce partage. Voilà. Merci de nous partager aussi cette histoire familiale. Et justement, dans ta famille, c'est quelque chose qui a souvent été discuté? Ça a souvent été discuté, ça a souvent été... on s'en est... la petite anecdote a été, quand mon grand-père avait donné cet acte à ma mère, il lui a dit, écoute, ma chérie, je vais te donner ce papier, peut-être qu'un jour tu iras en Algérie et tu montreras ce papier et tu seras toujours la bienvenue là-bas et tu seras très, très bien accueillie. Alors malheureusement, ma mère n'a jamais été en Algérie, elle est partie en France et puis a vécu avec mon père à Paris. Mais elle a toujours gardé précieusement cet acte, pour témoigner justement de tout ce que son papa avait fait à l'époque et de la reconnaissance qu'il avait eue pour justement la contribution à l'indépendance de l'Algérie aussi, quoi. Donc voilà. Merci de nous partager en tout cas. C'est une discussion que j'ai eue avec Khaled, qui est un ami, et une fois que je lui ai parlé de l'idée du Festival Maghrébin des Paquis, il a tout de suite été extrêmement enthousiaste et je te remercie énormément pour ça. Je t'en prie. Et je trouve que c'est aussi hyper important de le souligner parce que Khaled est d'origine tunisienne, nous, mon frère et moi, sommes d'origine algérienne. Il y a des synergies qui se font aussi entre maghrébins, puisqu'on est ici à Genève, on est d'identité suisse également, et ça nous offre une certaine liberté d'expression que nos concitoyens, que ce soit en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou dans le monde arabe en général, n'ont pas forcément. Et ça rejoint un peu ce que disait André tout à l'heure, c'est qu'on est solidaire des peuples en lutte, que ce soit en 1962 ou en 2022, on est aussi solidaire des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, et pour moi c'est une forme de responsabilité d'utiliser ma nationalité suisse pour avoir une liberté d'expression, d'être protégée finalement par mon cadre juridique, ce qui n'est pas le cas forcément, ce qui n'est pas le cas du tout. En Algérie, en Tunisie ou au Maroc, très souvent les journalistes
très souvent les cinéastes, les artistes, les avocats sont enfermés par le pouvoir et sont finalement ciblés pour leur irrévérence à des dictatures. Si quelqu'un d'autre veut prendre la parole sur cette festival, on va tous se mettre en rouge, en plus on est tous filmés et on assume totalement le positionnement. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent contribuer, apporter quelque chose à la discussion? Vous avez... Oui, très volontiers, je vous laisse juste peut-être le micro parce qu'on est... C'est juste par rapport à la mémoire. Oui. On sait très bien que les Français, ils ont une grande difficulté à reconnaître tous les crimes qu'ils ont commis. Et je vois maintenant Macron, il est allé en Algérie, il a fait des tours de passe-passe par rapport à la mémoire, mais je crois que tout ce qui l'intéressait en réalité, c'était le gaz algérien. Est-ce que je me trompe? Plus fort, parce que tu sais. Alors, le problème fondamental en France, c'est le problème de la mémoire. Oui. La mémoire de la guerre d'Indochine, en Algérie, etc., etc. La difficulté qu'a la France de reconnaître les crimes qu'ils ont commis, des crimes massifs, horribles. Et maintenant, avec le voyage de Macron en Algérie, on a senti comme une espèce de tour de passe-passe par rapport à la mémoire, on va reconnaître, etc., etc. Mais j'ai l'impression que ce qui l'intéressait réellement, c'était obtenir le gaz algérien. Je ne sais pas. Mais en tout cas, les faits, c'est que depuis quelque temps, les historiens français arrivent de plus en plus à travailler normalement. Et quand je dis les archives sur la guerre d'Algérie, c'est les archives françaises qui datent du début de la colonisation. Du côté algérien, il y a des historiens formidables, mais leur responsable, c'est un apparatchik qui est plus apparatchik que j'ai vu à l'URSS. Il a des histoires, et je l'ai rencontré 3 fois. Favreau, d'ailleurs, a donné les documents qu'il avait aux Algériens. Et il était entouré ici de 2 femmes et un homme, historiens remarquables. Et alors, je pense que c'est du côté, pour l'instant, algérien que les difficultés sont les plus grandes. Parce que, ben voilà, il y a un film, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est très beau, qui est fait par un garçon, il a une trentaine d'années, 35, algérien, et sa femme, française, fille de pied noir. Ils ont travaillé 2-3 ans pour faire le film, et ça s'appelle « Ne nous racontez plus d'histoire ». Et ça, d'ailleurs, c'est tiré dans la Casbah, où les Algériens qui parlent, c'est traduit, et ils disent « non, et je pense que c'est ça le grand problème. C'est que des deux côtés, on a créé des histoires. Et maintenant, il faut que les historiens travaillent là-dessus. Et d'ailleurs, leur film, Ne nous racontez plus d'histoire, il a été primé à Genève au... Comment ça s'appelle? Festival des droits humains. Oui, oui. Voilà. Donc, je crois que c'est ça. Le chef qui est encore en cours, une fois où je suis invité en Algérie, après avoir monté ici à Saint-Gervais en 2004, l'espoir algérien en Suisse. Alors des gars sont revenus, les mêmes qui étaient Reda Malek et tout. Mais il y a un cinéaste de Lugano qui est algérien d'origine et qui a fait un film sur les photos de Graf Eldrid pendant la période de la Deuxième Guerre, dans les années 90. Ça figure dans le programme, signé par le responsable des archives à Alger. Puis ça se passait dans les salles. Au bout de 3 minutes, 5 minutes, on voit que ça s'éteint. On se dit, oh, ben, c'est une panne technique.
Et puis après, on a compris que c'est pas le technique. Quand il a dit on continue le programme, et là, le réalisateur et le photographe se sont lus dans la soirée. Il lui dit, alors monsieur, on vous laisse choisir. Est-ce que vous êtes incompétent, c'est-à-dire que vous avez accepté que ce film soit diffusé, mais vous ne l'avez pas visionné. Soit, je ne me rappelle pas, il y avait deux adjectifs. Le gars, on l'a plus revu jusqu'au soir, ça continue le lendemain. Mais pour dire, il n'a pas eu peur, lui, comme chef des archives, alors qu'il y a une invitation, il y avait, je ne sais pas, 300 personnes, de couper un film à son début parce qu'il ne lui plaît pas. C'est ça. Et après, on a discuté avec des historiens qui dépendaient de lui, qui nous ont dit, mais ne vous inquiétez pas, nous, on continue à travailler. C'était pas... Et actuellement, il y a beaucoup de femmes historiennes. Hein. Très bonnes. Et peut-être à ce sujet, une table ronde le samedi matin avec Fabrice Risseputi, qui est historien, qui a également travaillé pour Mediapart et qui fait des enquêtes notamment sur les disparus en 1957 à Alger. Et cette question du coup de l'ouverture des archives, cette question d'actualité sera thématisée lors de cette table ronde le samedi matin du coup à 11h Robin Despaky cette fois-ci, alors que c'est effectivement un très grand enjeu, celui de l'ouverture de la mémoire, l'ouverture des archives, et qui finalement a certaines nuances, et c'est justement ce type de questions qu'on discutera avec Fabrice pour la table ronde de samedi matin. Super. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite contribuer? Bonsoir tout le monde. Bonsoir André. Bonsoir. On avait discuté tout à l'heure concernant la mémoire, comme il l'a évoqué monsieur que j'ai rencontré tout à l'heure à l'entrée. Moi, je suis un petit-fils d'un moujahid. Donc, ma famille est une grande famille de martyrs, de combattants. Mais je ne vais pas parler de ça parce que c'est vrai que la France nous a fait beaucoup de mal. Je vais plutôt parler dans la même lignée que le monsieur vient d'évoquer, l'archive et la mémoire. Vous savez qu'il y a 60 tonnes d'archives en France, soit d'avant la colonisation, soit d'après la colonisation. Et Macron a demandé à Benjamin Stora et puis à un historien algérien de travailler un petit peu sur cette période d'avant et d'après l'arrivée de la France, enfin l'occupation de la France et la torture et les massacres par millions. Je vous ai montré tout à l'heure une partie d'un journal, on peut compter 9 millions jusqu'à 1890 de décès, de morts, dont la France ne veut pas reconnaître jusqu'aujourd'hui. Malheureusement, Macron nous a un petit peu impressionné par ses propos la dernière fois quand il a dit que l'Algérie n'a pas d'histoire, n'est pas une nation, ou n'était pas une nation avant l'arrivée des Français. Sauf que en lisant donc le rapport de Stora, de Benjamin Stora, qu'il a bien exposé sur TV5 Monde, on arrive à lire la liste des ambassadeurs envoyés par la France ou l'Empire, comme vous le dites, à Alger, qui sont entre 57 et 61, de 1515 à 1830, dont le dernier a été mis dans un canon, je pense, et puis envoyé vers la mer. Et puis vous avez donc ce symbole à Brest, ce fameux canon Boumerzouk qui se trouve à Brest avec ce fameux coq qui est au-dessus. Genre, on a vaincu l'invincible. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se disent à
par rapport à cette histoire, à cette mémoire. Mais vous parliez de 1830, mais en fait, la France est partie aussi avec les archives de l'Algérie et puis la trésorerie du D avec. Si on revient à l'histoire, la France doit beaucoup d'argent à la régence d'Alger ou à toute l'Algérie parce que l'Algérie fournissait beaucoup de blé et d'autres aliments. Si on revient encore un peu plus loin, vous savez qu'en Algérie, il y avait un marché d'esclaves, donc dont un fils d'un grand roi nordique a été vendu. On peut citer énormément d'exemples. Donc, ces 60 tonnes d'archives, je ne pense pas, je ne suis pas très sûr que Macron, comme il a dit le monsieur, est prêt à les restituer, comme il vient de le dire il y a quelques jours à Alger. Il a prononcé le mot restitution. L'histoire du gaz, comme vient de dire monsieur, il a eu un petit accord oral, rien d'écrit, rien de signé. Il a eu un accord oral d'une augmentation de 50% de la fourniture en gaz, mais rien n'a été signé entre les ministres. Ce qui a été signé pour moi, c'est les visas, c'est l'histoire des étudiants, les échanges, cinéma. Il parlait aussi de cinéma. Apparemment, il y a un grand cinéaste qui va travailler sur l'histoire du grand Abdelkader, ce monstre travail qui va être réalisé. Mais je ne pense pas qu'il y a grand chose. C'est pour ça qu'il a été insulté sur les chaînes françaises. Genre, il nous a amené la honte, il nous a fait ceci, cela, parce que les Oranais, ils ont scandé 1, 2, 3, viva l'Algérie. Ça, c'est l'extrême droite, le pays, exact. Autres, hein. C'est le FN. Moi, j'aimerais savoir comment les jeunes qui ont vécu le Irak ou moins jeunes sentent la chose, parce que le problème essentiel en Algérie maintenant, c'est comment la jeune population peut avoir un espoir de vie. Parce qu'il y a quand même beaucoup encore, comment on les appelle, ceux qui partent pas à la messe. Il y en a encore beaucoup, ce qui est un signe de désespoir. Je comprends très bien, il le dit plusieurs fois, il le répète qu'il est de la génération de l'indépendance, il n'a rien à voir avec la guerre, il n'a rien à voir. Ouais. Mais en fait, les jeunes et les enfants et les petits-enfants de ceux qui ont vécu la guerre, ça se transmet avec la famille. Moi, je n'ai pas vécu la guerre, moi je suis né dans les années 70. Mais je sais ce qui s'est passé, je sais ce que mes parents ont vécu, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, ce qu'ont vécu. On a tous les documents, on a tout. Donc, comment ça va se passer? Est-ce qu'il y aura un jour une justice dans laquelle on va demander réparation à la France? Vous avez évoqué tout à l'heure les essais nucléaires dans le sud. Vous savez que les gens jusqu'aujourd'hui naissent avec des formations corporelles qui sont irréparables, irréversibles. Oui, moi, ça, je ne suis pas un spécialiste politique. Moi, j'ai essayé, en partant d'une expérience qui m'arrive à 20 ans, et même à 18 ans par rapport en Algérie, d'essayer de présenter là comment un jeune mec comme moi, mais qui a la chance d'être photographe, a vécu entre 56 et 1960. Vous voyez ce que je veux dire? 1961. Je ne peux pas répondre, mais je crois qu'il y aura d'autres personnes lors du colloque qui seront heureux de rentrer là-dedans.
D'ailleurs, qu'est-ce que vous faites samedi matin? Justement, samedi matin, il y a une table ronde sur cette Je vais regarder mon agenda. Je vais vous donner des indications justement après concernant les autres thématiques, mais effectivement, ce genre de questions seront thématisées le samedi matin au Paki. Au bain des Paquis. Je vous donnerai tout quand je vais clôturer, parce que justement, je pense qu'on a faim. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous vraiment d'avoir partagé aussi cette histoire, et on sent qu'il y a beaucoup de choses, ça évoque énormément de choses, et que c'est pertinent pour vous de nous le partager, et je vous en remercie. Et ça témoigne aussi de quelque chose de présent. Peut-être une dernière question ou envie de prendre la parole. J'avoue que mon petit côté égalitaire inviterait plutôt des femmes à s'exprimer, comme on a eu beaucoup d'hommes qui ont pris la parole, ce qui est très bien, mais on a souvent tendance en tant que femme à pas forcément oser se lancer et puis prendre la parole et s'exprimer. Le petit syndrome de l'impostrice, du coup. Est-ce que si quelqu'un souhaite prendre la parole, ou quelqu'une, ou même un homme, parce qu'on est sympa, on reste inclusif, c'est le moment, et sinon je vais ouvrir du coup les festivités. Donc, est-ce que quelqu'un souhaite parler? Non. Alors on va terminer. Je vous remercie de votre attention. Je voulais également... Je voulais à nouveau remercier la librairie Arabe l'Olivier, rappeler la fête de l'Olivier qui aura lieu du 21 septembre au 24 septembre. Et je vais terminer en remerciant Sébastien Gross, qui est du coup le graphiste du Festival Maghrébin des Paquis, qui a travaillé jour et nuit pour nous offrir une identité incroyable, visuelle, et vraiment je le remercie du fond du cœur parce qu'il a fait un travail de dingue, et c'est vraiment ton amitié et ton énergie qui a fait qu'on a pu tenir, Mehdi et moi, et vraiment du fond du cœur, merci. Par ailleurs, avec Iskander Guetta, il a réalisé pendant toute la nuit pour vous des affiches en sérigraphie qui sont mises à la vente aujourd'hui à la librairie Arabe l'Olivier. C'est des affiches qui sont artisanales, qui sont faites avec le cœur, énormément de sueur et énormément d'énergie. Elles ont un prix de soutien, elles sont à 60 francs. On essaye aussi de thématiser les 60 ans de l'indépendance, donc il y a uniquement 60 tirages à 60 francs, des t-shirts qui sont aussi proposés à 40 francs, et des tote bags, des sacs à 20 francs. Donc c'est pas uniquement, disons, un côté esthétique qu'on souhaite mettre en avant dans le cadre de cette commercialisation, c'est aussi vous témoigner qu'on est indépendant, qu'on a fait ça sans le soutien d'institutions ni de régime ou de diplomatie. On a fait ça entre nous, pour nous, de manière indépendante. Donc c'est vrai qu'un petit soutien, ça fait toujours plaisir. Merci. Et voilà, j'espère que j'oublie rien, que j'oublie personne. C'est sûr que j'oublie 1 million de personnes qui ont travaillé avec nous, des gens en l'ombre, des gens comme Milena Peva, avocate ici, et qui a réalisé vraiment du fond du cœur un super travail pour nous proposer pendant tout le long du festival qui aura lieu au Bain des Paquis des permanences juridiques gratuites. Je te remercie pour ton engagement, je te remercie pour ta solidarité, parce qu'elle fait ça sur son temps libre, elle fait ça comme personne. Moi, je l'ai côtoyée en tant qu'avocate. C'est une personne extraordinaire, et je la remercie de sa solidarité pour l'événement. Donc voilà, des permanences juridiques gratuites pour toutes les personnes en situation de migration qui ont des questions, et elles seront là pour y répondre, tout un crew d'avocats et d'avocates superbes. Et voilà, je pense que je vais aussi remercier du coup Ryan, qui a également travaillé énormément pour le festival. C'est lui qui s'occupe de tout ce qui est communication sur les réseaux sociaux, qui filme, qui est une personne de l'ombre, qui fait toute la lumière finalement sur ce festival. Merci du fond du cœur Ryan pour ton engagement, et Nayar Prod, c'est un super allié dans le cadre de ce festival. Et merci du fond du cœur, merci à tous d'être là, et je vais me taire et je vais vous laisser aller manger. Merci énormément à André, merci beaucoup d'avoir été là, de ton amitié, et de nous avoir fait l'honneur de nous raconter l'histoire de ton histoire en tant que témoin de cette histoire. J'ai dit beaucoup de fois le mot histoire, parce que je crois qu'il est tard. Et moi je peux demander, j'ai vu dans la tribune... Tu dis ce que tu veux. Vous savez, elle a beaucoup de qualités, mais j'ai appris qu'aujourd'hui, il y a un article dans la tribune de Genève qui annonce le festival. Ah, je ne l'ai pas vu, ok. Ah Bah moi j'étais là. Eh bien, j'ai reçu de Bruxelles, Ah, super. de Sarah, qui me dit as-tu vu l'article? Mais je te l'envoie quand même, je pense... que toi tu devais l'avoir, elle pensait. Je lui ai dit, écoute, tu es mieux renseigné à Bruxelles
que nous à Genève. Merci de l'envoi. Alors j'ai appris que tu avais un frère. Oui. Il est où? Alors mon frère, devine. Entre la dernière ligne là, tu penses que c'est qui? Ah bah moi je sais pas. Auquel tu ressembles? Celui-là? Celui tout à droite. C'est Monsieur Rabette. Il va vous dire bien avec son organisme. Si vous avez des enfants, n'hésitez pas à les ramener samedi parce qu'il va être un super conteur, il fait des super blagues. En tout cas, moi j'ai bien aimé dans mon enfance. Osez pas, je crois même mon frère, qui va nous raconter qui va nous conter l'Algérie le samedi après-midi au bain. Et tout le programme est affiché au niveau de la restauration. Je pense que je vous invite à finalement aller dîner et puis on en discute plus intensément après. Merci pour tout.